Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo analyse intersaison et on va aller du côté de Dallas, et dans son univers impitoyable, patrie du dollar, parce que les Mavs effectivement, après une année à tanker tranquillement, discrètement, entre deux vaches, trois cow-boys et quelques chevaux, eh bien les Mavs, ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène médiatique, avec les arrivées évidemment de Doncic, The Chosen One, l'élu venu d'Europe, et puis le recrutement de DeAndre Jordan. Les Mavs ont tenté de rebondir à nouveau vers le haut du classement de la NBA, et puis on a avec le duo, futur duo, Smith Jr. Doncic, effectivement une ligne arrière annoncée comme pouvant faire des ravages et évidemment à potentiel, le tout chapeauté et chaperonné par Nowitzki, le taulier, l'ancien, et on a effectivement un assemblage et un assortiment qui peut être relativement intéressant à suivre. Alors je vous propose comme toujours de commencer par un diagnostic, de faire un petit diagnostic de cette équipe des Mavs pour comprendre leurs forces, leurs faiblesses, pour ensuite analyser en quoi les nouvelles arrivées, les recrutements, eh bien compensent ou ne compensent pas ses forces et ses faiblesses. Alors les Mavs, 27e bilan de la NBA la saison passée, donc je vous disais un petit tanking des familles discret, 23e attaque, 18e défense de la NBA, c'était la 23e équipe au tir réel, une équipe somme toute relativement intéressante au rebond défensif. Par contre, pas du tout présente au rebond offensif, ce qui est toujours étonnant, mais ça c'est un postulat, c'était un choix. On n'attaque pas le rebond offensif pour privilégier le repli. Et évidemment, avec Nowitzki qui ne peut plus courir, on avait l'un des paces les plus faibles de la ligue, on aimait jouer lentement côté Mavs la saison passée. Quand on regarde un petit peu la shooting chart, donc la sélection de tir en attaque, on constate plusieurs choses. La première, c'est que les Mavs la saison passée aimaient beaucoup tirer à 3 points, pratiquement 40% des tirs tentés par Dallas, c'était des tirs à 3 points, avec la 14e réussite de la NBA au-delà de la ligne à 3 points. On avait la 12e fréquence pour les tirs tentés à mi-distance avec la 17e réussite. Et puis, à contrario, avec un pourcentage somme toute moyen dès lors qu'on se rapprochait du cercle côté Mavs, c'était quelque chose qu'on faisait très peu. Les Mavs, très clairement, étaient une attaque qui existait loin du cercle, où on aimait tirer à 3 points, tirer à mi-distance, mais beaucoup moins aller être en agressivité vers le cercle et finir fort au panier, ce qui est toujours dommage. Parce que évidemment les points tout près du cercle sont des points à très haut pourcentage qui peuvent booster l'efficacité offensive de votre équipe. Maintenant, c'est une tendance qui devient de plus en plus récurrente dans la NBA. Regardez les Warriors, c'est une équipe qui, en termes de fréquence, attaque aussi assez peu le cercle. L'avantage, c'est qu'ils ont à contrario le meilleur pourcentage de réussite de la NBA au cercle. Donc certes, ils le font pas beaucoup, mais quand ils le font, c'est ultra rémunérateur. Là, côté Mavs, on avait cette petite problématique de on le fait pas, et quand on le fait, c'est pas ultra payant. Donc ça, évidemment, ça impacte négativement cette attaque de Dallas. Une équipe, on l'a vu, qui existait beaucoup à 3 points, notamment sur du catch and shoot. 7e fréquence de la NBA sur les réceptions tirs à 3 points, avec sur les réceptions tirs à 3 points et à 2 points à mi-distance, avec le 6e pourcentage, donc belle réussite dès lors qu'on crée un décalage pour un joueur qui marquait sur une réception tir, et c'est tout l'inverse par contre sur les pull-ups. C'est tout l'inverse sur les pull-ups, donc les tirs en sortie de dribble. On en fait beaucoup côté Maverick, mais on le fait en inefficacité malheureusement la plus totale. 3e fréquence, 28e pourcentage. Quand vous voyez ça, ça pique un petit peu les yeux, et en fait, tous les lay-ups qu'on n'est pas allé tenter tout près du cercle côté Mavs, eh bien c'est des tirs à mi-distance en sortie de dribble qu'on a tenté, et évidemment vous troquez du 60% de réussite sous le cercle contre du 35-40% à mi-distance, et évidemment votre qualité d'attaque, elle, plonge, et vous avez effectivement un trio Barnes, Matthews et Smith Jr. qui a
eux trois cumulent une quinzaine de tirs tentés en pull-up en moyenne par match, avec un 34% de réussite. C'est faible, c'est vraiment très faible. Et on a un Dennis Smith Jr. qui est un peu victime de la John Wall-it, c'est-à-dire que pratiquement la moitié de ses tirs sont des tirs en pull-up, sur lesquels il est à 35% au tir réel, et dès lors que ces tirs en pull-up vont être à mi-distance, on a un Smith Jr. qui est à 30%. Donc sauf ici dans l'axe panier-panier à 5-6 mètres où il a un pourcentage tout à fait correct, hein, pratiquement 50%, ça c'est très bien. Dès lors qu'il sort un petit peu de cette zone de confort, on est sous les 30% de réussite sur les pull-ups à mi-distance, et ça c'est juste catastrophique. C'est juste catastrophique, et malheureusement ça ne vous permet pas de porter votre attaque, et à contrario les défenses adverses se défocalisent un petit peu de vous, et quand vous êtes un meneur qui a vocation à faire des passes décisives sur les coéquipiers, il faut pouvoir être agressif, il faut pouvoir fixer, que les défenseurs soient focalisés sur vous, et à ce moment-là il y a des intervalles pour les coéquipiers, et c'est un petit peu toute la problématique des meneurs qui ne sont pas des bons tireurs, c'est que la défense se défocalise un petit peu et ça devient compliqué pour eux de créer. Quand on regarde un petit peu les play types, donc la répartition des catégories, les différentes catégories qui composent l'attaque du côté de Dallas, on remarque que l'équipe, eh bien, elle s'en sort très bien sur le post-up, elle s'en sort très bien sur les spot-up, les tirs de champ, on l'a vu sur le catch and shoot notamment, Dallas est très bien sur la réussite à 3 points, c'est pas mal, sur les cuts aussi, Dallas est très bien, sur les pick and roll, poseur d'écran, Dallas est très bien, merci Nowitzki qui pose un écran, il ouvre, et après ça peut être catch and shoot à 3 points ou à mi-distance. Dans toutes ces composantes-là, qui sont des composantes quelque part qui nécessitent un travail collectif, Dallas est vraiment pas mal. À contrario, dès lors qu'on est en création de son propre tir côté Mavs, que ça soit sur le pick and roll porteur de balle, sur la transition, sur l'isolation, et bien malheureusement les niveaux de performance offensive sont très bas, et quelque part ça n'est pas une grosse surprise, parce qu'on a du côté de Dallas la 14e équipe de la NBA pour la génération de passes. On a une équipe, on l'a vu, qui aime jouer très lentement, donc on a une équipe qui aime rentrer dans un schéma de jeu placé mi-terrain, où on fait circuler la balle et où on va trouver le décalage, trouver le joueur qui va se retrouver seul pour une réception tir, pour un catch and shoot, ou des petites séquences de pick and roll où on va retrouver Nowitzki, des petites séquences où on sert au poste bas Nowitzki pour un petit fade away, et on a une attaque de Dallas qui mise beaucoup sur le collectif, sur la génération de passes décisives, pour trouver des paniers. Ce qui est une très bonne chose, à l'image de ce que font très bien par exemple les Warriors. La seule problématique, c'est que dès que vous vous retrouvez face à une défense qui vous a muselé un petit peu, qui enraye votre attaque, vous êtes contraint d'aller créer quelque chose sur de l'isolation, sur un simple pick and roll pour le porteur de balle, et c'est là où c'est plus compliqué, et c'est là où les Mavs manquaient de solutions la saison passée pour être dans l'auto-création de tir, si vous voulez. Je vous propose qu'on fasse maintenant un petit tour du côté de la défense. Le petit bilan, le petit passage au crible de la défense de cette équipe de Dallas. Alors, on va regarder la shooting chart défensive. Première chose qui saute aux yeux, oulala, il y a beaucoup de jaune et il y a beaucoup d'orange dans la raquette, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle dès lors qu'on parle de défense. Et effectivement, Dallas, 25e défense de la NBA, dès lors qu'on doit protéger les tirs tentés tout près du cercle, à moins de 8 pieds, donc dans la zone restreinte. Donc incapacité d'aller protéger son cercle, protéger un secteur dans lequel les paniers sont des paniers à très haut pourcentage. L'explication, elle est relativement simple, c'est que les Mavs la saison passée, ils ont énormément joué small ball avec Nowitzki en pivot et avec effectivement Ferrell, Smith Jr. et Barnes Matthews. Ça fait un 5 de très petite taille, ça fait un 5 sans stopper, ça fait un 5 où Nowitzki ne vient pas aider parce qu'il n'a plus la mobilité pour, et c'est porte ouverte dans la raquette de cette équipe
de Dallas. C'était un petit peu mieux sur la défense des tirs à 3 points, 14e défense, parce qu'on avait justement une config small ball et qu'on pouvait effectivement à la périphérie avoir un petit peu plus de mobilité. Et puis idem sur la défense des tirs à mi-distance, c'était pas folichon du tout. 25e défense des tirs à mi-distance. Bref, une défense des Mavs un petit peu en difficulté dès lors qu'il s'agit de contester les tirs qui sont à l'intérieur de la ligne à 3 points. Si on regarde les play types défensifs de cette équipe de Dallas, eh bien on se fait un petit peu mal. On se fait un petit peu mal. Alors on retrouve une défense correcte sur les spot-up, hein, c'est la fameuse contestation des tirs, on l'a vu sur les 3 points. Dallas faisait un boulot tout à fait correct. Par contre, dès qu'on doit aller défendre des schémas qui imposent un petit peu de communication en défense, la défense des off-screen, la défense des cuts, la défense des hand-off, la défense du pick and roll porteur de balle, bref, dès qu'il faut qu'on change en défense ou qu'il y ait de la communication, là c'est l'effondrement total, c'est le désert défensif côté Mavs, et on a une équipe de Dallas qui, sur tout ce qui impliquait de la communication en défense, c'était le fail total, c'était le fail total. L'explication peut encore une fois être liée à ce 5 small ball, parce que quand vous avez Yogi Ferrell et Smith sur la ligne arrière en défense, imaginez que vous jouez face aux Warriors ou aux Cavs, vous avez un écran, ça change, et vous vous retrouvez avec Ferrell qui défend sur Kevin Durant, et vous êtes mort. Ou vous avez Smith qui se retrouve à changer sur un LeBron James, vous êtes mort. Et cette problématique-là, elle est d'autant plus vraie que si ces défenseurs-là sont battus sur le premier pas, sur le premier dribble, derrière, il n'y a que Nowitzki pour compenser. Et Nowitzki, c'est simple, il ne va pas venir compenser. Et vous avez comme ça, effectivement, une défense de Dallas qui s'écroule complètement parce que structurellement, en fait, l'équipe n'était pas construite la saison passée pour aller arracher des stops défensifs dès lors qu'il fallait changer, communiquer, venir aider. Et évidemment, ça a été l'une des principales raisons de la faillite de cette équipe de Dallas la saison passée. Ok, donc on vient de voir cette équipe de Dallas, équipe offensivement bâtie sur un collectif, sur du jeu placé mi-terrain. On aime tirer à 3 points, on aime faire des décalages pour des joueurs en catch and shoot. À contrario, on n'attaque pas beaucoup le cercle. Et dans la même veine, on a toutes les peines du monde à aller protéger sa raquette, protéger son panier. Et dès lors qu'il fallait effectivement communiquer, changer en défense, venir aider, grosse lacune dans le dispositif défensif de Dallas. Alors voyons en quoi les arrivées et les départs de l'intersaison 2018 vont aller éventuellement compenser ces petites faiblesses et idéalement améliorer aussi les forces de l'équipe. Alors globalement côté Mavs, on reste complètement dans la continuité de 2018. L'effectif n'a pas évolué pour moitié, on n'a pas tout changé. On a gardé une ossature autour de Nowitzki, Smith Jr., Barnes, Matthews, Mejri, Powell, tous ces joueurs-là restent bien entendu dans le même dispositif. On a juste enregistré les départs de Yogi Ferrell et de McDermott, des joueurs certes pas majeurs, mais qui pesaient dans le dispositif de Dallas, une trentaine de minutes pour Ferrell, une vingtaine pour McDermott, donc c'était pas des joueurs du bout du banc anecdotiques, ça restait des joueurs impliqués la saison passée, et on a, à contrario, récupéré DeAndre Jordan et Luka Doncic. Alors sur le papier, évidemment, on se dit côté Mavs, et on est les grands gagnants de l'intersaison, parce qu'on récupère un jeune joueur avec un potentiel annoncé comme quasi illimité, et un DeAndre Jordan qui, en termes de rendement à l'intérieur, avec ses qualités de rebondeur, stopper défensif et finisseur sur du pick and roll et sur du alley-oop, va nous apporter une valeur sûre et quelque chose d'immédiatement efficace. On va commencer par s'intéresser à DeAndre Jordan. Évidemment, DeAndre Jordan qui arrive immédiatement avec l'étiquette d'encre défensive pour cette équipe de Dallas, exactement comme on l'avait vu dans la preview Wizards. Dwight Howard arrivait aux Wizards avec cette étiquette d'encre défensive. Quand on regarde les stats de défense,
je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est toujours compliqué d'aller individualiser la défense parce que vous ne défendez jamais seul dans le basket, c'est toujours le fruit d'un travail collectif. Mais prenons les stats qui existent pour essayer d'évaluer l'impact défensif de DeAndre Jordan, et on a un joueur qui fait tomber de 2 points de pourcentage les pourcentages de réussite de ses adversaires directs, et ça va jusqu'à pratiquement 4 points de pourcentage dès lors qu'on est en contestation des tirs tentés tout près du cercle. Et là, vous êtes en train de vous dire, attends, Dallas, qui n'arrivait pas à protéger son panier la saison passée, elle a un DeAndre Jordan en tour de contrôle dans la raquette, qui va transformer la raquette de Dallas en un espèce de château fort, en une espèce de place forte. Et ça, c'est très très bien parce que c'est évidemment ce dont Dallas avait besoin. Des Mavs, qui était aussi une équipe correcte, voire plutôt bonne au rebond défensif. Avec DeAndre Jordan, vous avez un super rebondeur défensif. Et vous avez en plus un joueur qui peut être en opportunité sur du rebond offensif et vous marquez des points en claquette dunk en deuxième intention. Un joueur qui arrive avec 70% pratiquement de réussite tout près du cercle. Alors DeAndre Jordan, il est dépendant de ce que les autres vont créer pour lui, pour qu'il puisse finir sur des alley-oops, sur du pick and roll, sur des décalages. Mais vous avez l'assurance d'avoir un joueur, si vous le démarquez, si vous lui lancez la balle, qui va vous finir à 70% dans la raquette. Et une équipe de Dallas qui a trop peu utilisé le jeu tout près du cercle la saison passée, eh bien, se voit maintenant affublé d'un très bon finisseur dans la raquette. Et ça, c'est évidemment aussi une bonne nouvelle. Alors certes, c'est un joueur avec 15% de taux d'usage, donc attention, il ne va pas à lui tout seul gommer toutes les faiblesses de cette attaque de Dallas dans le jeu tout près du cercle, mais on a très clairement quelque chose de beaucoup plus solide qu'un Mejri dans la raquette ou qu'un Nowitzki qui, parce qu'il avait plus la mobilité et parce qu'il était plus à l'aise dans un jeu loin du cercle, n'avait plus l'explosivité et la tonicité pour driver et finir fort au panier. Donc DeAndre Jordan, évidemment bonne pioche, aucun doute là-dessus. Et puis deuxième potentiel très bonne pioche pour cette équipe de Dallas, c'est Luka Doncic. Luka Doncic, le prodige slovène, the chosen one from Slovenia. Je ne sais pas comment on dit chosen one, l'élu en slovène, mais nul doute que ça doit parfaitement convenir comme surnom à Luka Doncic. Alors, toujours très compliqué pour moi de faire une projection et une analyse sur un rookie. Parce qu'on peut vous expliquer tout ce que vous voulez, vous ne pouvez jamais anticiper l'impact que peut avoir un rookie. Souvenez-vous, la saison passée, on nous expliquait que Markelle Fultz, il allait transformer les Sixers. Pas de chance pour lui, il a été blessé, il a eu 0 impact sur Philadelphie la saison passée. Ça n'a pas empêché les Sixers de faire une super saison. Il y a plein de joueurs comme ça à qui on avait promis un avenir radieux et qui, dans le meilleur des cas, ont mis pas mal de temps avant de monter en intensité et d'avoir un rendement immédiat, ou dans un registre un petit peu moins séduisant, n'ont jamais réussi à atteindre un niveau d'efficacité qui leur a permis de transformer leur équipe et de faire gagner des matchs à leur équipe. Donc, il faut toujours prendre des pincettes, c'est ça que je veux vous dire. Ne nous enflammons pas, prenons des pincettes. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais on n'a jamais l'assurance que ça va super bien se passer. C'est ça que je veux vous dire. La promesse côté Dallas, évidemment, c'est d'avoir un backcourt Smith Jr. Doncic, le backcourt du futur, qui emmène cette équipe vers les sommets à l'image d'un backcourt Wall Bradley Beal, si on reste dans les Wizards qu'on a étudié il n'y a pas longtemps, ou un backcourt Chris Paul James Harden, un backcourt Steph Curry Klay Thompson dans un registre qui n'a rien à voir, mais voilà, c'est un petit peu ça la promesse côté Mavs, c'est d'avoir un backcourt qu'on a verrouillé pour les 7, 8, 9 prochaines années et qui va faire des miracles en évoluant ensemble. Alors, Luka Doncic, c'est qui? Luka Doncic, c'est un mix de profils entre un Brandon Roy et un espèce de James Harden. C'est un arrière de grande taille, il fait 2,1 m. C'est un arrière de grande taille qui n'a pas de qualité athlétique de mutant. Donc c'est pas le joueur qui court le plus vite, qui saute le plus haut de la draft, qui a une envergure absolument mutanesque. On n'est pas dans ce registre-là, on est dans un joueur qui a certes un physique qui est parfaitement NBA ready, mais on est plus dans un joueur qui est en technicité,
qui a un excellent QI basket, une excellente vision de jeu, de très très bonne qualité de passe. Donc on a un arrière qui est en création, qui est en playmaking. Et ça c'est très très bien pour Dallas parce que souvenez-vous, quand on a diagnostiqué l'équipe, on est arrivé au constat que dans les séquences d'attaque où il fallait de la création de tir, eh bien ça pêchait du côté des Dallas Mavericks, et avec un Doncic qui est là en création, en playmaking, eh bien on va compenser un petit peu cette lacune. Il y a une belle polyvalence offensive chez ce jeune joueur. Si on regarde les indices sur ses stats la saison passée en Euroleague, on est à 82 sur 100 en spot-up, donc c'est un joueur qui, dès lors qu'il fallait se créer son propre tir ou qui était en réception tir, était excellent sur les tirs de champ, 92 sur le pick and roll, 83 sur la transition, pratiquement 60% au tir réel. Bref, dans les compartiments d'attaque, on a un joueur qui est super impactant, ou qui était super impactant la saison passée en Euroleague, et ça c'est une très très bonne nouvelle parce que souvenez-vous, les Mavs, et bien sur le pick and roll porteur de balle, c'était la catastrophe, et sur la transition, c'était la catastrophe. Donc, les forces de Doncic, sous réserve qu'elles sont transposées vers la NBA, c'est toujours cet inconnu, ça matche très bien avec ce dont Dallas a besoin. Et puis, quand on a un Doncic balle en main qui va effectivement être un danger sur le pick and roll, parce que là, du côté de Dallas, on va se retrouver dans des séquences avec Doncic balle en main, DeAndre Jordan qui pose l'écran. Bon courage pour la défense pour prédéfinir une situation sur la défense du pick and roll. Parce que si vous anticipez trop sur Doncic, vous avez DeAndre Jordan qui va ouvrir et qui va récupérer la passe pour le alley-oop. Si à contrario vous avez la défense qui fait un petit peu de shadowing, qui descend pour contenir DeAndre Jordan, vous allez avoir un Luka Doncic qui va tranquillement sortir de l'écran et faire sa petite élévation à 3 points et nous mettre une ficelle. Et puis, si vous impliquez un troisième défenseur dans le pick and roll pour contenir DeAndre Jordan et Doncic, eh bien vous allez avoir Barnes, Matthews, Nowitzki qui vont être comme ça à l'opposé, en train de dire hey, je suis tout seul, et passe de transfert, et vous allez avoir des joueurs qui sanctionne sur du catch and shoot. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans le début de la vidéo? Que Dallas, eh bien, excellait dans le catch and shoot. Donc, effectivement, on a une connexion Doncic, DeAndre Jordan sur le pick and roll qui peut faire beaucoup de ravages. Et même un Smith Jr., dont on a un petit peu dénoncé les capacités de réussite sur le pull-up, sur les tirs en sortie de dribble, il n'est pas mauvais du tout sur le catch and shoot. 54%, 37% sur les tirs ouverts à 3 points. Matthews, 57% sur le catch and shoot, 42% sur les tirs ouverts à 3 points. Et Barnes est à 52% sur le catch and shoot, 39% sur les tirs ouverts à 3 points. C'est-à-dire que vous pouvez très très bien avoir des séquences avec 4 joueurs à la périphérie. Nowitzki, Matthews, Smith Jr. par exemple. Dédé qui vient poser un écran sur Doncic, et derrière il y a 4 solutions de passe pour Luka Doncic, retrouver Dédé sur le alley-oop ou exploser sur les 3 autres joueurs qui seront restés à 3 points et qui attendront tranquillement que leurs défenseurs viennent aider sur le pick and roll. Donc ça, effectivement, c'est une très très bonne nouvelle pour Dallas, qui était déjà très affûté sur le pick and roll poseur d'écran, qui va maintenant pouvoir être plus en danger sur le pick and roll porteur de balle, grosse lacune de l'équipe la saison passée, parce que Doncic pourra faire des miracles. Doncic pourra faire des miracles, toujours avec une astérisque, si la transposition de son jeu vers la NBA se fait sans accroc. Évidemment, il y a aussi Dirk. Il y a aussi Dirk, séquence avec Nowitzki qui pose un écran sur Doncic. Nowitzki l'ouvre sur le 3 points. Derrière, Dédé reste en fixation dans la raquette. Vous avez 2 solutions de passe, une dans la raquette, une à 3 points, et éventuellement même une à l'opposé. Et en dernier recours, on a un Doncic qui peut transformer le pick and roll en isolation et jouer pour lui. Donc ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux sur le papier. Et puis, sur les capacités à se créer son propre tir, on a un Doncic qui est un peu un amoureux du step back. Pour ça que je vous dis, il a de l'ADN, il a l'ADN de Harden dans le sang.
On l'a vu beaucoup, même s'il n'a pas spécialement d'explosivité de vitesse, il a une belle amplitude sur ses step back, cette capacité à jaillir en arrière pour créer une séparation sur le défenseur, pour sanctionner à 3 points, et puis c'est aussi un bon défenseur pour un arrière parce que il est relativement tanké, un petit peu comme un Harden avec ses 2,1 m et avec un bon positionnement, même s'il n'a pas la détente pour jaillir au-dessus de tout le monde, il peut aller arracher les rebonds défensifs qui feront du bien à cette équipe de Dallas qui avait déjà capitalisé sur ses qualités de rebond. Alors évidemment, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, ça serait trop simple et ça serait trop facile. Évidemment que Doncic, superbe qualité de passe, super vision de jeu, mais pas mal de pertes de balles. Pas mal de pertes de balles parce que avec cette envie qui est très louable d'aller faire la passe décisive aux coéquipiers, eh bien on a parfois des passes qui sont mal avisées et on a un assist turnover ratio qui est à 2, ce qui est la moyenne NBA, mais ce qui est pour un meneur ou un arrière, ou en tout cas un joueur qui est beaucoup en playmaking, ce qui est un assist turnover ratio assez faible, assez bas. Donc problématique des pertes de balles. Et en termes de défense, si on a un QI défensif qui est collectivement intéressant, c'est-à-dire que Doncic, il sait quand il doit venir aider, il comprend quand il y a des pré-rotations à faire, c'est pas du tout un Harden ou un Carmelo Anthony à ce niveau-là. Là où il y a une hardénisation et une Carmelo Anthonyisation, c'est qu'il manque un petit peu de mobilité latérale, on en revient toujours à ses qualités athlétiques qui sont dans la moyenne, et on a un joueur qui sur la défense du pick and roll est relativement moyen parce que il est relativement lent sur les close-out, il n'explose pas pour venir compenser. Et ça, évidemment, ça pénalise son équipe. Et ça pénalisera l'équipe de Dallas qui déjà n'était pas forcément super affûtée sur la défense du pick and roll. Alors, si on veut dresser un bilan de cette intersaison de cette équipe de Dallas, on est éminemment face à une intersaison qui est intéressante. On n'a pas révolutionné l'équipe, mais les acquisitions qui ont été faites sont des acquisitions qui sont pertinentes et intéressantes. DeAndre Jordan, il comble les faiblesses de cette équipe de Dallas à l'intérieur, notamment défensivement, et puis ça fait une arme de plus en attaque pour finir fort tout près du cercle. Ça, c'est très très bien. Doncic, avec un profil de créateur, il s'intègre très très bien dans le dispositif des Mavs, où le ballon est vivant, où il y a beaucoup de circulation du ballon et où on va décaler des joueurs qui vont exister en réception-tir. Ça, c'est top. Reste la question de son impact immédiat et la transition vers la NBA. C'est toujours la problématique avec les rookies, avec les jeunes joueurs, même si le fait d'avoir évolué en Europe, en Euroleague, face à des darons, si vous me permettez l'expression, et d'avoir une expérience FIBA qui n'est quand même pas rien, ça peut rassurer sur la capacité à arriver vers la NBA. Il y a toujours une inconnue, parce que le calendrier est super chargé, on passe son temps dans un avion, les temps de récupération sont pas assez longs, il y a moins de temps pour s'entraîner, travailler le collectif, donc tout se fait plus un petit peu à l'instinct et sur les qualités individuelles de chacun, donc la transition elle est jamais automatique. Ce qui est sûr, c'est que quand on regardait l'équipe de Dallas sur les différents postes qui composent le basket, on remarquait que la saison passée, l'équipe elle était en souffrance sur le poste de pivot et sur la ligne arrière. La souffrance sur le poste de pivot, elle est gommée. Parce qu'avec DeAndre Jordan, vous avez un joueur qui va, en termes de productivité, vous apporter au moins autant que l'adversaire direct et d'une manière générale plus. Donc ça, c'est très très bien. Avec un an d'expérience en plus et une continuation de la montée en intensité de Smith Jr., on devrait avoir effectivement un joueur qui, en termes d'impact, va arriver à peu près à l'impact d'un joueur moyen, d'un titulaire en NBA. Donc c'est pareil, le malus que les Mavs avaient sur le poste de meneur, il va être gommé. Sur le poste d'arrière, l'arrivée de Doncic, pour peu qu'il arrive et qu'il contribue à hauteur d'un titulaire standard dans la NBA, parce que je pense que les Mavs vont l'utiliser dans le 5, je serais surpris qu'ils utilisent Doncic en sortie de banc et qu'ils laissent Matthews et Barnes. Je pense que Doncic, effectivement, il va faire mieux que ce petit malus qu'enregistraient les Mavs sur le poste d'arrière.
Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les arrivées de Doncic et Jordan, on peut très bien imaginer un 5 avec Smith Jr., Doncic, Barnes, Nowitzki et Jordan. Ou Barnes, ou Matthews, Barnes et Jordan, on reste dans une config entre guillemets small ball, et on a Nowitzki en sortie de banc. Quoi qu'il arrive, quel que soit le dispositif, on a un agrandissement de la rotation de cette équipe de Dallas. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que la saison passée, les 5 les plus utilisés par l'équipe de Dallas étaient systématiquement des 5 small ball, voire ultra small ball, avec Barea, Ferrell, Harris. Vous avez 3 joueurs de moins d'1m90, dont 2 de moins d'1m80, et effectivement, pour ce qui était de la protection de la raquette, c'était très compliqué, et on avait souvent une association Smith Jr. Ferrell sur la ligne arrière. Vous étiez à 1m85 de taille moyenne, ce qui est vraiment petit. Là, on va avoir beaucoup plus de Smith Jr. et de Doncic. Et là, vous êtes à 1m95 de moyenne et vous avez quelque chose qui matche tout de suite beaucoup mieux défensivement en termes de taille, de poids et de qualité athlétique avec vos adversaires directs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. DeAndre Jordan en point d'ancrage, Nowitzki qui alterne de temps en temps sur le poste de pivot, sur le poste 4, son poste naturel, et vous avez quelque chose de plus simple, et vous avez surtout beaucoup plus de polyvalence côté Mavs, c'est-à-dire que quand on voudra jouer small ball, on pourra, mais on n'y sera pas contraint, ça sera un choix tactique, et à contrario, quand on voudra jouer grand, parce qu'on en a besoin, eh bien on pourra mettre Dede Powell ou Dede Nowitzki, ou même pourquoi pas Dede Barnes, Matthews, Doncic, et vous avez entre 3 ou 4 joueurs la possibilité de changer sur tous les écrans sans que ça vous pénalise absolument drastiquement, ce qui était le cas la saison passée, comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo. Imaginez les changements défensifs avec Ferrell qui se retrouvait sur Durant, sur Harden, sur LeBron, sur tous les mutants de la NBA. Ça mettait les Mavs dans une situation compliquée. Donc l'agrandissement de la rotation est une bonne chose et ça offre à Coach Carlisle beaucoup plus de possibilités et de choix tactiques. La ligne arrière Doncic, Smith Jr., elle est intéressante parce qu'on a des deux côtés la possibilité d'alterner création-finition. Aucun des deux n'a présentement un assist-turnover ratio qui est top. Donc aucun des deux ne peut se prévaloir de « ok, le playmaking c'est moi et finalement toi tu te concentres sur la création ». On a deux joueurs qui chacun leur tour peuvent être en création et l'autre en finition et vice versa. Donc ça c'est bien parce qu'il y a une multiplication du danger. Après, ce qu'il faudra surveiller côté Mavs, c'est le syndrome Rockets. Parce que le syndrome Rockets, quand on avait fait la preview de l'arrivée de Chris Paul à Houston, on vous avait dit à juste titre, c'est super, on va avoir Chris Paul en création et Harden en réception tir. Et il y a une complémentarité totale entre les deux et ça va super bien matcher. Ça a super bien matché, sauf que quand vous regardez les Rockets jouer, les deux ne jouent pas ensemble. Ils jouent chacun leur tour en isolation, création pour les autres, mais il n'y a pas vraiment de connexion qui existe entre les deux. Souhaitons à Dallas que Doncic et Smith Jr. Aient une cohabitation où vraiment les deux jouent ensemble et pas on joue chacun son tour. La différence est subtile, mais pour un collectif, ça n'a rien à voir. Après, le jeu des Mavs est beaucoup plus fluide et il y a beaucoup plus de circulation de balles que le jeu des Rockets, qui est beaucoup basé sur l'isolation et 4 autres joueurs qui sont figés et qui regardent. Donc, ça sera sans doute moins problématique. Il y a une petite évolution de jeu à faire aussi du côté de Smith Jr., qui avait l'habitude la saison passée d'avoir beaucoup la balle en main et beaucoup en création. Là, il va l'avoir moins parce que Doncic, par effet de réversion, va l'avoir un petit peu plus. Ça veut dire que Smith Jr., si le coaching staff de Dallas et si lui-même est intelligent, il a passé son été à travailler son catch and shoot. À travailler catch and shoot, feinte, jeu drive. Ou catch and shoot et petit dribble de décalage. Et je sanctionne en efficacité à mes distances en pull-up, ce que j'arrivais pas à faire la saison passée. Parce qu'il va exister beaucoup plus sur des renversements. Et ça peut être top. Ça peut être top parce que fixation de Doncic et renversement sur Smith Jr. qui peut sanctionner ou driver et finir fort au cercle. Donc, cette cohabitation sera à suivre. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais quand vous avez deux joueurs qui veulent toujours évoluer ballon en main,
il y a toujours une surveillance à faire. Passons aux projections parce que finalement on a beaucoup délibéré sur les forces, les faiblesses de Dallas, les arrivées de Jordan, de Doncic, ce qu'ils apportent, ce qu'ils permettent de compenser. Finalement, in fine, qu'est-ce que ça va donner cette équipe de Dallas 2019? On va partir du postulat que Doncic va avoir un impact de titulaire standard. C'est-à-dire qu'on va considérer que sa saison de rookie est une saison où il a contribué à hauteur de ce qu'un titulaire moyen dans la NBA apporterait à son équipe. C'est déjà un postulat qui est assez ambitieux. Vous allez me dire, Blythe, c'est pas super ambitieux d'être moyen. Si, c'est quand même déjà pas mal ambitieux parce que dans les années précédentes dans la NBA, quand on regarde les arrières et les ailiers, il y en a très peu qui, dans leur saison de rookie, ont eu, quand on va regarder les stats avancées, un impact au moins égal à ce que les autres arrières et meneurs faisaient en moyenne dans la NBA. Donc c'est déjà un impact et un postulat ambitieux que celui d'avoir un Doncic qui finalement devient un titulaire NBA moyen dans sa saison de rookie, pas dans sa carrière, mais juste dans sa première année en NBA. Avec ce postulat-là, eh bien, on a une équipe de Dallas qui était la 23e équipe pour l'attaque la saison passée, qui devient la 16 ou la 17e attaque de la NBA. Parce que, avec le playmaking de Doncic, avec les qualités de finition de Dédé dans la raquette, avec un Dennis Smith Jr. qui a progressé par rapport à la saison passée, on a effectivement pas mal augmenté ses qualités offensives. Donc on devient une attaque moyenne dans la NBA. Et puis côté défense, côté défensif, on a une défense de Dallas qui était à peu près à la 18e place la saison passée, qui bascule à la 16e place. Donc on se retrouve finalement côté attaque et côté défense dans le ventre mou de la NBA. Ce qui correspond, si on tente une projection en termes de victoires-défaites, à peu près 35 victoires pour 47 défaites, ce qui est un bilan qui permet une dizaine de victoires en plus par rapport à la saison passée. Vous me direz, c'est pas fameux. Mais c'est la première pierre. C'est la première pierre. N'oubliez pas qu'on est dans une conférence Ouest ultra compétitive où les Mavs ils vont jouer beaucoup de fois des équipes qui sont potentiellement des candidats au titre ou en tout cas des candidats à une finale de conférence. Et évidemment, ça va impacter leur bilan. Mais évidemment que la saison prochaine n'est pas une saison décisive pour Dallas. C'est une saison de transition. C'est une saison de transition parce que le front office a très bien fait son boulot. Et vous arrivez à l'aube de la saison 2019-2020, pas la saison prochaine, la saison d'après, avec pratiquement 60 millions de dollars en banque pour recruter. Même si Harrison Barnes active son option joueur, ce qu'il fera, parce qu'il ne crachera pas sur 25 millions, il vous reste 60 millions derrière pour recruter. Si on propose à Dédé un petit contrat dans les 20 millions la saison, il restera quoi qu'il arrive une quarantaine de millions pour recruter. Bref, de quoi accueillir un contrat max ou de quoi accueillir deux joueurs tout à fait corrects qui pourront renforcer encore cette équipe de Dallas. Une équipe de Dallas qui va capitaliser autour maintenant du dynamic backcourt duo Smith Jr. Doncic. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre parce que cette équipe peut monter en régime et dans un an, vraiment franchir un palier parce qu'il y aura eu des recrutements pertinents. Donc, on a de quoi évoluer dans la sérénité côté Dallas. Dallas, ton univers pas si impitoyable que ça. Merci de votre fidélité, bon match à tous.